le balado de l'Aquarium du Québec. Bienvenue à ce 5e épisode de Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Mon nom est Stéphanie Tremblay et c'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine, chers amoureux des animaux, en compagnie, bien sûr, des spécialistes de l'Aquarium du Québec. Cette semaine, notre animal vedette, c'est le requin. On le sait, les requins fascinent depuis toujours et en même temps, ils inspirent la peur, surtout quand on pense à des films comme Jaws, Les Dents de la Mer, qui lui a fait mauvaise réputation. On va d'ailleurs déboulonner certains mythes au sujet des requins blancs et de leur dangerosité au cours de cette émission. Alors, pour en parler, on a 4 invités aujourd'hui. Amélie Bérard-Lafontaine, conservatrice adjointe. Bonjour, Amélie. Bonjour. Manuel Hano, plongeur professionnel ici à l'Aquarium. Bonjour, Manuel. Allô, Stéphanie. Allô, tout le monde. Nicolas Gagnon, aquariste. Bonjour, Nicolas. Bonjour, tout le monde. Et un peu plus tard, on retrouvera Marie-Pierre Lessard, qui est notre directrice de la conservation. Alors, on va commencer avec toi, Amélie. Dans le passé, tu as travaillé à titre d'aquariste avec les requins chaque jour. Ici, à l'Aquarium du Québec, ce sont principalement les requins léopards que nous avons. Quel genre de requins, pour ceux qui ne les connaissent pas? Les requins léopards, ça fait partie des petits requins qu'on appelle. Donc, ce ne sont pas des énormes requins, là. Ils vont atteindre un maximum de 2,1 mètres, mais vont plutôt être entre 1,2 et 2,1. Là. Donc, c'est vraiment pas très, très gros. Par contre, ils ont une apparence très typique de ce qu'on pourrait penser d'un requin, avec l'apparence effilée, les nageoires pointues, triangulaires, ce genre de choses-là. C'est des petits requins qui viennent de Californie, qui vivent donc en eau un peu tempérée chaude, si on veut. Et on l'appelle le requin léopard parce qu'il y a des taches comme les léopards, j'imagine? Un peu similaires. Donc, ils vont être gris avec des taches un peu plus foncées sur l'entièreté de leur corps qui ressemblent un peu à un léopard. Et dans le quotidien d'un aquariste, à quoi ça ressemble quand on doit s'occuper des requins chaque jour? S'occuper des requins, c'est pas tant différent, en fait, de s'occuper de nos autres poissons. Faut faire des observations à tous les jours, s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils ont un bon comportement, que l'environnement est adéquat. Nos requins léopards, ils vont manger 3 fois par semaine seulement, donc on les nourrit pas à tous les jours. On va les nourrir le lundi, le jeudi et le samedi, où est-ce qu'on va les nourrir justement à la surface du grand océan. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne mangent pas les autres poissons? On s'entend qu'il y a plein de poissons dans le bassin du grand océan qui est ici à l'Aquarium. Effectivement. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il faut regarder, quand on regarde le requin léopard, la bouche, elle va être en dessous de la tête et non devant, comme par exemple un grand requin blanc. Ça, ce que ça indique, c'est que c'est des requins qui, naturellement, vont fouiller le fond de l'océan pour trouver la nourriture. Donc, ils vont pas nécessairement courir après des poissons dans l'océan. Donc, déjà là, c'est un premier point. L'autre chose aussi, c'est que tous les autres poissons qui sont dans le grand océan, en fait, vont être trop gros pour rentrer en un seul morceau dans la bouche du requin. Donc, ils vont pas nécessairement les voir comme des proies. Si on veut. Mais s'ils étaient vraiment tout petits, il y aurait des chances. Il y aurait des chances. Donc, c'est pour ça que nous, on choisit toujours des poissons qui vont être adaptés à cohabiter avec eux en toute sécurité, en fait. Bon. Et dis-moi, est-ce que ce sont des animaux intelligents, les requins léopards? On pourrait penser que ce sont juste des prédateurs sanguinaires qui n'ont pas vraiment d'intelligence, mais non, au contraire. Les requins ont une certaine intelligence. Ils vont être capables de démontrer des comportements complexes, comme par exemple reconnaître d'autres requins qui leur sont familiers ou résoudre des problèmes même. Et il y a même certaines études qui commencent à sortir qui démontrent que les requins vont avoir des comportements purement de jeu. Ah oui? Ça joue, un requin? Ça joue. Ah. Donc, il y a des études qui ont été faites où est-ce qu'ils plaçaient des requins dans un environnement où est-ce qu'ils donnaient des jouets. Puis au début, les requins étaient pas trop sûrs c'était quoi les jouets. Mais éventuellement, quand ils ont compris que c'était pas dangereux, ils se sont mis à vraiment juste jouer avec, les prendre, les déplacer, les lancer, toutes sortes de choses. Ouais. Et si on revient à la notion d'alimentation, on les nourrit à la pince ici à l'Aquarium. Qu'est-ce qui fait que vous utilisez cette technique-là? On les nourrit à la surface du grand océan à la pince pour des raisons très spécifiques. Premièrement, on veut s'assurer d'avoir un suivi très strict sur
combien de morceaux nos requins mangent à tous les jours pour s'assurer qu'ils mangent suffisamment. Et aussi, chaque individu, combien ils prennent. Ils ont aussi besoin d'une supplémentation en vitamines qui est différente des autres poissons dans le grand océan. Donc, on pourrait pas juste donner la nourriture au hasard dans le bassin puis espérer qu'ils tombent sur le morceau avec la bonne vitamine. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment les nourrir spécifiquement. On les nourrit à la pince parce qu'on n'a pas nécessairement envie de mettre notre bras dans le bassin pour essayer de les nourrir. Donc, c'est juste vraiment plus simple. Mais il y aurait pas de danger si on les nourrissait à la main? Ils mordent pas? Pas particulièrement, non, à moins de vraiment mettre notre doigt dans sa bouche comme n'importe quel animal, là, on pourrait se faire mordre, mais autrement, non, pas vraiment. Puis est-ce qu'ils ont des bonnes dents qui pourraient faire mal? Ben, ils ont des dents, ce sont des prédateurs, donc évidemment, ils ont des dents. Mais par expérience personnelle, non, ça fait pas très mal. C'est quand même petit comme dents. Puis l'autre type de requin qu'on a à l'aquarium, c'est les requins holbiches ventrus. Quel genre de requin, ça? Les holbiches ventrus, c'est des requins un peu particuliers parce qu'ils n'ont pas une apparence typique de requins. C'est vraiment des requins qui passent une grande majorité de leur temps dans le fond, donc couchés sur les fonds marins. C'est des requins qui sont beiges, qui sont aussi tachetés un peu. On a un thème ici, requin tacheté. C'est aussi des requins qui sont particuliers parce qu'ils ont une faculté spéciale pour se protéger de leurs prédateurs. Donc, s'ils ont peur de se faire manger, de se faire attaquer, ils vont se retourner sur eux-mêmes, ils vont attraper leur queue dans leur bouche pour faire une espèce de U, si on veut, et ils vont avaler de l'eau pour se gonfler. Fait qu'ils deviennent très difficiles. Plus gros. Exactement, pour faire comme une grosse balloune pour devenir très, très difficile à manger ou à attaquer à ce moment-là. Donc, mais ça, ce comportement-là, ils font pas vraiment ça ici dans le bassin, j'imagine. On les a jamais vus faire spécifiquement. Ils vont aussi faire ce comportement-là, par contre, de se gonfler pour venir se mettre dans des crevasses, par exemple, entre des roches et s'ancrer à cet endroit-là pour éviter de se faire déplacer, si on veut, par les courants marins. Donc, ça pourrait être une chose qu'on pourrait voir ici, là, par exemple. Est-ce que, tu disais tantôt qu'ils étaient intelligents, les requins, de façon générale. Est-ce qu'ils reconnaissent les aquaristes ou ceux qui travaillent comme Manuel, comme quand il est en plongée, par exemple? Il n'y a pas vraiment de comportement qu'on remarque chez eux qui nous amènerait à penser qu'ils nous reconnaissent individuellement plus qu'un autre humain. Honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir Manu dans le bassin ou on pourrait avoir Marie-Pierre dans le bassin, puis presque certaine qu'ils ne feraient pas la différence. Donc, pour eux, c'est un humain. OK. Est-ce qu'ils ont des noms, ces requins-là? Ils ont des noms parce qu'on est capable de les reconnaître tous individuellement. En fait, comment vous faites pour les reconnaître? Les taches, en fait, sur leur tête sont uniques à chaque individu, un peu comme nos empreintes digitales, si on veut. Donc, il suffit d'observer ce schéma de taches-là, de l'apprendre et ainsi, on est capable de les reconnaître. Donc, on peut leur donner des noms. C'est quoi? Leur petit nom, est-ce que tu sais? Oui, donc nos requins léopards, on en a 4 requins léopards en fait. Donc on a Scarface, on a Mewtwo, on a Sweet et on a Awesome. Donc ça, c'est nos requins léopards. Ouais. Au niveau de notre holbiche, donc nous avons une holbiche ventrue et elle s'appelle Foxtrot. Est-ce que, toi, tu étais aquariste avec eux, Manuel, toi, plus en plongée. Est-ce qu'il y a tu sais, de ce que j'entends, sont pas dangereux du tout, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur ou de vous dire, pas sûr, je vais faire attention? Est-ce qu'il y a une notion de danger quand on travaille avec un requin? Je sais bien que c'est pas un requin blanc, là. Tu sais, en plongée, on fait toujours attention à tout. Ouais. L'aspect de la sécurité, c'est quand même ce qui nous prend le plus de temps sur notre année. Mais je te dirais qu'en termes d'appréhension pour les plongeurs qui travaillent avec eux tous les jours, on l'a juste la première fois qu'on plonge dans le bassin quand on arrive en poste. Après, on est plus stressé quand on a, par exemple, les activités de plongeur d'un jour avec des gens qui n'ont jamais plongé dans le bassin. Là, on fait super attention parce qu'on sait que ces personnes-là vont être stressées. Mais c'est plus le comportement de notre plongeur d'un jour qu'on check que le comportement des requins. Eux, on sait qu'ils sont jamais problématiques puis qu'il n'y a jamais d'enjeu là-dessus. Mais non, c'est pas stressant du tout. Là, en fait, on est content de les voir puis ils ont l'air d'être assez contents de nous voir aussi. Donc, c'est bien. Et peut-être, Amélie, est-ce que ça arrive que ça tombe malade, un requin?
Oui, ben comme n'importe quel poisson, en fait, ils sont pas plus ou moins... C'est pas des super... Non. Ils ont pas des super pouvoirs. Les chercheurs utilisent beaucoup les requins pour la recherche contre le cancer parce que les requins ne développent pas de cancer. Donc, Parce qu'il y a des cancers chez d'autres animaux. Chez les phoques, entre autres. Oui, on totalement. en a parlé même dans chez les d'autres poissons. épisodes. Les autres poissons, en fait, peuvent développer des cancers, mais chez les requins, c'est quelque chose de particulier où est-ce que les chercheurs se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de cancer. Donc, ils font beaucoup d'études là-dessus pour essayer de comprendre de où ça vient, pourquoi eux, spécifiquement, n'ont pas de cancer, puis est-ce que ça serait une application qu'on pourrait transférer à l'humain, évidemment. Ah ouais, OK. Donc, sinon, quel genre de maladie? Des cataractes, est-ce qu'ils ont ça? Ça peut avoir, comme tous nos autres poissons, en fait, cataractes, infections, parasites, mal de dos. OK. Donc, vous surveillez ça de près quand vous êtes aquariste. Évidemment. En partie, dans nos observations quotidiennes, c'est un peu ça aussi, c'est d'observer le comportement de l'animal, l'apparence de l'animal, s'assurer est-ce qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui qui pourrait nous indiquer que il y a un inconfort, il y a pas l'air de filer, comme on dit. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir faire des examens plus poussés avec les vétérinaires. Là. Bulle de vie de requin. Les requins perdent jusqu'à 30 000 dents au cours de leur vie et elles seront remplacées par de nouvelles. Fait étonnant, les dents de certains requins sont recouvertes de fluorure, un ingrédient qui les aide à garder leurs dents propres et saines, tout comme nous quand nous utilisons de la pâte à dents avec du fluorure. Peut-être qu'on peut regarder maintenant la version plus plongée avec toi sous l'eau, Manuel. Mais d'abord, ton quotidien de plongeur, parce que toi, tu plonges dans le bassin du Grand Océan, il faut le dire aux gens. Là, c'est quand même un grand bassin de 350 000 litres d'eau. C'est le plus profond à l'aquarium. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais comme plongeur? Écoute, en moyenne, dans ce bassin-là, on fait 4 à 5 plongées par semaine. Ça va être tous les après-midi. Et puis, nos tâches dans ce bassin-là, c'est un peu comme dans tous les autres bassins, le nettoyage en tant que tel. Et après, ça va vraiment être l'alimentation des animaux, puis d'être sûr que tout le monde va bien. Donc, toi, tu plonges avec les poissons, puis comment ça fonctionne? Sur toi, j'ai tout mon équipement. Donc, je vais avoir mon équipement de plongée, évidemment. Je vais avoir des brosses, du matériel pour faire l'entretien, une balayeuse, des choses comme ça. Mais en règle générale, on commence la plongée par l'alimentation. Donc, on descend avec des pots de nourriture. On a un pot qui est général pour l'alimentation de la plupart des animaux du bassin. Et après, on va avoir des pots individuels, un petit peu comme ce qu'Amé t'expliquait tout à l'heure pour les requins, où on a un pot par poisson, puis un pot par requin, pour être sûr qu'ils aient leur médication propre, etc. Donc, par exemple, si on a un requin qui a une diète un petit peu particulière, avec un niveau de vitamine un petit peu plus élevé, etc., en plongeant, on va retrouver ça aussi. Donc, que ce soit pour notre requin Holbiche, c'est le seul qu'on nourrit vraiment en plongée. Parce que les requins léopards, c'est les aquaristes qui vont à la surface, à la pince. Exactement, oui. Et donc, notre requin Holbiche, par contre, lui, on va vraiment venir le nourrir en plongée parce qu'il se trouve tout au fond du bassin. Il va vraiment être allongé sur le sol. Donc, on vient le nourrir comme ça. Puis, on voit des comportements très différents d'une fois à l'autre. Des fois, il est super relax. On va vraiment venir lui déposer très, très proche de la bouche. Puis, il va le manger sans se déplacer. Des fois, il va être vraiment en pleine nage. Il va être en train de se dégourdir un petit peu. Donc là, on va venir vraiment lui donner pendant sa nage, etc. Donc, c'est intéressant. On note et on documente tout ça. Le travail, c'est pas juste pour le plongeur de lui donner, puis on repart, c'est vraiment de regarder son tempérament et son comportement chaque jour. Et comme on le voit de très très proche, souvent beaucoup mieux que de l'extérieur, ça nous permet de regarder qu'il n'y ait pas de bobo, que tout aille bien. Tu parlais par exemple de cataracte, toutes choses comme ça. On va venir regarder les yeux, la queue, toute sa peau. Des fois, on essaie de regarder un petit peu plus devant sa bouche. Il faut savoir que le requin, la plupart du temps, il a la bouche grande ouverte. Donc nous, en nous allongeant sur le sol, collé à lui, on est à quelques centimètres, on est capable de regarder vraiment. Donc des fois on voit les visiteurs dans le tunnel qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait le plongeur, il est allongé dans le fond, c'est vraiment bizarre. En fait on est en train de vraiment regarder dans sa bouche, ses dents, etc. Si on voit quoi que ce soit d'étrange, ça arrive quasiment jamais, genre c'est ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à viser la santé animale pour dire je pense qu'il va pas bien? Oui, ça arrivé, mais très peu sur les requins. Ça va plus arriver sur des poissons, par exemple un bar, on a un grand banc de bar. Statistiquement, il y a plus de chances que ça arrive quand tu as 15 individus qu'un seul. Ouais. Puis ça nous arrive, en fait, nous, on est amené à le manipuler beaucoup, le requin, quand il y a des examens vétérinaires. Donc en plongée, on va descendre avec des épuisettes, des filets.
manipuler, puis on va le remonter très délicatement, être sûr qu'il aille bien. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant de le nourrir à la main presque tous les jours, c'est qu'il a pas peur de nous. Il est pas stressé de nous voir. Donc à partir de là, il se laisse manipuler et ça vient réduire un peu, tu sais, l'impact de faire une visite au vétérinaire finalement, parce que si il allait mal et qu'on avait besoin de le sortir et qu'en plus ça lui crée de l'anxiété, bah tu sais, ça augmenterait vraiment la chose qui allait mal. Alors que là, il se laisse faire et juste comme ok, bon bah aujourd'hui petite visite avec le plongeur et puis c'est ça qui est ça là. Peux-tu nous expliquer ça? Je sais que c'est hyper important quand c'est des poissons, surtout des poissons de fond. Vous les remontez à la surface, bien sûr, si on veut les soigner. Pourquoi il faut y aller si lentement que ça? Il y a une histoire de décompression, je crois. Ça va être... alors, la décompression, c'est pour nous. Pour eux, c'est vraiment sur la vessie natatoire. Ah, d'accord. Là, je vais laisser Amélie t'en reparler un peu plus parce que c'est un petit peu plus le côté biologie. Mais sur les requins, ça a beaucoup moins d'impact que sur des poissons. Ah, OK. Donc, ce serait moins important. Fait, la vessie natatoire, c'est un organe qui existe chez beaucoup d'espèces de poissons. Puis en fait, c'est comme une ballonne en fait d'air qui peuvent remplir ou vider. Et c'est ce qui leur permet de rester un peu en flottaison dans l'eau. Donc, si on regarde des poissons qui sont juste dans le milieu de l'eau puis qui n'ont pas l'air de nager, ça, c'est grâce à la vessie natatoire. Mais beaucoup de poissons qui sont dans le fond, incluant nos requins, par exemple, notre holbiche et nos requins léopards, n'ont pas cet organe-là. Donc, s'ils veulent être dans la colonne d'eau, ils doivent nager activement. Donc, c'est entre autres pour ça que, effectivement, il y a moins d'impact sur nos requins parce qu'ils n'ont pas cet organe-là qui est une ballonne d'air, en fait, qui, justement, avec la pression de l'eau, va être très affecté là, si on monte très rapidement. Mais si je comprends bien, pour un poisson, c'est important. C'est vital. C'est vital. Ouais. Mais c'est quand même étrange. On peut penser qu'un poisson, ça peut remonter comme ça veut en une fraction de seconde, mais non. Non, effectivement, parce que quand on regarde dans la nature, tu n'auras jamais un poisson qui va monter extrêmement rapidement. Ouais. Il va monter tranquillement à son rythme. De palier en palier. Exactement. Ouais. Donc, cette ballonne d'air-là, en fait, doit vraiment pouvoir se régulariser en montant parce que la pression, quand on descend dans l'eau, elle est très forte. Donc, eux compensent justement leur ballonne d'air selon cette pression-là. Donc, avez-vous des faits cocasses qui seraient arrivés avec récemment ou dans le passé en vous occupant de requins ou non, pas nécessairement, non? À voir votre visage, ça a pas l'air. Non, mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de jeu, Amélie, sur les requins, puis de les occuper, etc. On voit vraiment dans le temps, quand on accueille un nouveau requin, tu sais, ça a vraiment été le cas sur le holbiche. Au début, notre requin, il était beaucoup plus calme. Aujourd'hui, on voit qu'il prend ses aises, qu'il connaît le bassin, etc. Tu sais, on voit vraiment qu'ils s'acclimatent puis qu'ils sont super habitués à nous voir et qu'ils sont moins stressés avec le temps et qu'ils jouent. Alors, donc, je te parle de jeu, mais pour qu'ils s'habituent, ben là, notre holbiche, je te dirais que ça fait en un an, son comportement, il a beaucoup évolué puis il est beaucoup moins stressé. Avant, il allait manger quand on allait lui donner vraiment proche. Aujourd'hui, il va nager, il vient nous voir, il mange juste en face de nous en pleine eau. C'est un comportement qui est relativement rare chez ces requins-là et qu'ils vont pas avoir s'ils sont stressés. Puis sur les requins léopards, même si on les nourrit pas techniquement en plongée, on va venir les occuper un petit peu avec des jeux d'occupation. Donc, faut s'imaginer, pour monsieur et madame tout le monde, que c'est exactement comme un jeu pour un chien finalement. Donc, une grosse balle avec plein de trous dans laquelle on va venir mettre de la nourriture. Donc là, nous, on va mettre de la crevette, des moules, des bouts de poisson. Et ça, il y a plein d'animaux du bassin qui vont jouer avec, mais on en a un peu des spécifiques selon les espèces qu'on a envie d'occuper ou de venir faire travailler, etc. Et les requins léopards, depuis à peu près 6 mois, ils prennent l'habitude de descendre. On les voyait moins, nous, au fond du bassin en plongée. Parce qu'ils sont beaucoup en surface. On les voit plus proches du bord ou dans la colonne d'eau, on va dire entre 3 et 0 mètres, alors qu'en ce moment, on les voit beaucoup plus à 7-8 mètres au fond du bassin à venir jouer avec nos jeux d'occupation. Donc c'est cool parce que ça les fait déplacer, ça les tient super actifs et ça les fait réfléchir. Comme Amélie disait, on voit qu'ils ont vraiment une belle intelligence. Donc c'est le fun, ça nous permet de mieux les observer, etc. Donc c'est des beaux moments aussi sous l'eau. Là, on voit aussi la chance qu'on a de faire cette job-là. Là. Vraiment? Il faut dire aussi que la provenance de l'animal a un gros impact. C'est un animal qui vient directement de la nature, qui n'a jamais connu les humains avant. C'est certain qu'il risque de prendre plus longtemps à s'adapter à l'homme qu'un requin qui était déjà habitué. En fait, je comprends. Bulle de vie de requin. La peau des requins femelles est souvent plus épaisse que celle des mâles. Au moment de l'accouplement, le mâle doit mordre la femelle pour rester accroché. La peau épaisse de la femelle limite donc les blessures possibles.
Je vous garde tous les deux. J'ai toujours un petit segment bulle en rafale. Donc, c'est des petites questions. Vous répondez en quelques mots. Votre requin préféré ou votre poisson préféré ici à l'aquarium? Votre petit chouchou? Ben, moi, c'est évident. C'est Le Théo. Holbiche. Non, Non? c'est Théo, notre esturgeon. Ouais, c'est. Ouais. Tu sais, on en Pourquoi? parle à la maison. J'ai une petite cocotte de 3 ans à la maison. Puis quand on rentre le soir, elle me dit alors, est-ce que t'as donné à manger à Théo aujourd'hui? Parce que c'est un labrador. Théo, quand tu te mets dans le bassin, il vient de faire des câlins. Il est affectueux. Il est content que tu sois là. Tu sais, on voit vraiment qu'il y a une intelligence puis une relation qui est autre. On essaye de pas s'attacher. Tu sais, il faut pas s'attacher aux animaux puis vraiment être professionnel en tout temps. Mais évidemment, tu sais, ça fait quelque chose. Puis c'est toujours quand on a des départs de plongeurs, tu sais, qui quittent pour la retraite ou autre, il y a toujours beaucoup d'émotions de la dernière plongée avec Théo, tu sais, la petite larme à l'œil, etc. Là, j'ai plusieurs souvenirs comme ça en tête. Puis il est incroyable. Tu sais, je pense que même auprès de nos visiteurs, c'est un peu une mascotte dans le pavillon principal. Ouais. C'est vrai. Amélie? Moi, c'est même pas un poisson. En fait, c'est un invertébré. Ça va être la pieuvre, évidemment. Ouais. Animal extraordinaire à travailler avec, très intelligent, qui reconnaît justement les gens avec qui il travaille. On peut lui entraîner, lui apprendre des tours, des choses comme ça. Donc, vraiment, moi, ma favorite. Moi aussi, j'aime beaucoup la pieuvre. C'est dans mes préfs, comme on dit. Quelle espèce de requin vous aimeriez rencontrer sous l'eau? Toute espèce confondue dans la nature. Moi, c'en est un ou que peut-être j'ai que déjà vu. rencontré parce que tu plonges, c'est ton métier. Que j'ai déjà vu, mais de trop loin. Tu sais, j'avais un petit peu une impression de ne pas avoir été au bout de la rencontre. C'est avec des requins marteaux. J'en ai vu plusieurs en Égypte il y a quelques années, mais j'ai pas réussi à documenter ça, tu sais, comme j'aurais voulu. J'avais ma caméra, mais c'était un peu trop loin. Donc j'aimerais vraiment revivre ça en mieux. Et toi, Amélie? Moi, c'est un requin qui est assez connu ou fréquent, du moins. C'est un requin nourrice. C'est vraiment comme des petits chiens, là. Pour vrai. Donc, c'est vraiment des requins qu'on peut beaucoup interagir avec, qui sont très curieux de l'homme, qui vont vraiment les approcher beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités de les voir aussi, puis d'aller interagir avec eux, là. Et le requin que vous n'aimeriez pas rencontrer en nature, mis à part le requin blanc? Moi, il n'y en a aucun. En fait, même le requin blanc, j'adorerais le voir en nature. Ouais. En apnée, tu sais, je pense que chaque requin a des méthodes avec lesquelles tu peux plonger pour que ça se passe bien, puis avec des bonnes techniques. Tu sais, je sais qu'il y a des comportements à ne surtout pas avoir, là, mais il n'y en a aucun sur lesquels je me dis « Ah, ça, j'aimerais vraiment jamais le rencontrer. » là. D'ailleurs, on va déboulonner les mythes avec Nicolas dans quelques instants. Toi, Amélie, est-ce qu'il y a un requin qui te fait particulièrement peur ou non? Réalistement, non. Parce qu'effectivement, comme Amélie dit, il y a toujours des façons de travailler pour pas que ça soit dangereux, en fait, d'être avec eux. Peut-être le cookie cutter shark. Bulle de vie de requin. Il existe plus de 400 espèces de requins dans le monde. L'un d'entre eux se nomme le squalelet féroce. On l'appelle en anglais cookie cutter shark ou requin emporte-pièce parce qu'il arrache de petites bouchées de chair ronde à ses proies. Donc maintenant, ce sera plus le segment lié aux mythes autour des requins avec Nicolas. On va aborder la question avec toi, avec des films comme Jaws, Les Dents de la mer, d'ailleurs, qui a célébré son 50e anniversaire l'an dernier. Mettons que ça fait pas trop bonne presse aux requins, surtout pas aux requins blancs. Quel est le mythe le plus tenace par rapport aux requins blancs? Au niveau du requin blanc, je pense que on le voit beaucoup comme un broyeur à déchets. Dès qu'il y a quelque chose dans l'eau, il faut qu'il le mange. Il faut qu'il l'attrape. On voit, justement, ça a été popularisé par les films. On voit beaucoup ces animaux-là manger un peu n'importe quoi, alors que... Est-ce que c'est véridique ou non? D'après moi, c'est sûr qu'il y a peut-être certains artefacts qui peuvent se ramasser dans son estomac, mais... c'est pas viable pour un animal de manger tout ce qu'il voit parce que tout ce qui rentre doit ressortir. Et puis, en même temps, c'est qu'on le considère comme un mangeur acharné. C'est sûr que si lui a faim, s'il se dirige vers une proie, ça va être un chasseur. Mais est-ce qu'il va être toujours comme ça? Pas vraiment. En même temps, ce sont des grosses bêtes. Mettons, quand on parle du grand requin blanc, mais une bête de presque 1000 kilos va peut-être manger
de 3 à 6 kilos par jour. Mm-hmm. Donc, c'est pas il va pas manger la moitié de son poids, puis après ça, c'est pas un serpent qui va prendre une grosse proie, puis après ça, va vivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que moi dans mon livre, c'est la mauvaise presse de tous les films, parce que Jaws a été le premier, mais je pense que si on fait un historique, je pense qu'il y en a sorti jusqu'à tout récemment des différents films. Mais est-ce que c'est vrai qu'il s'attaque à l'humain systématiquement? Non. Ben, comme je dirais, si nous, on a droit à l'erreur, le requin, lui aussi, a droit à l'erreur. Puis, quand on regarde des formes dans l'océan, en surface, dans le fond, on va se rendre compte que, des fois, l'être humain, dans une planche, sur une planche de surf, peut ressembler à une tortue avec les bras qui sortent. Si on va près d'un endroit, parce que les grands requins blancs vont souvent s'alimenter de phoque gris. Le phoque gris, c'est une de ses nourritures de prédilection. Mm-hmm. Mais si on va proche d'un endroit où il y a beaucoup de phoque gris, ben le requin, lui aussi, peut penser qu'il y a un petit requin il y a un petit phoque qui nage proche, puis c'est un plongeur. Fait que les erreurs, comme j'ai dit au début, l'animal a droit à l'erreur, mais c'est à nous de faire attention où est-ce qu'on va, et puis pour pas rentrer dans le garde-manger d'un autre animal. Bulle d'expert. Tout comme les requins, les raies ont des sens très développés. Ces deux espèces font d'ailleurs partie de la même sous-classe d'animaux, les élasmobranches. Elles peuvent elles aussi sentir une goutte de sang dans plusieurs milliers de litres d'eau. Les raies et les requins ont également un organe bien spécial, les ampoules de Lorenzini. Elles leur permettent de détecter les champs électromagnétiques des proies avoisinantes. Très pratique pour y voir plus clair, ces ampoules, surtout pour la chasse en eau trouble. Et Marie-Pierre, je me tourne vers toi parce que tu fais partie d'un projet de recherche sur le requin blanc. Il semblerait, selon certaines observations, que la présence des requins blancs dans le golfe du Saint-Laurent est de plus en plus remarquée, d'où une étude qui est menée en collaboration là, avec le chercheur Jeffrey Galland. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet de recherche-là? Oui, mais pour en revenir à ce que tu disais au départ, là, la présence accrue là, du requin blanc dans le fleuve Saint-Laurent, il faut savoir que le requin blanc a toujours été présent dans le fleuve Saint-Laurent. Justement, une partie de l'étude que Jeffrey veut faire, c'est vraiment de faire un historique complet de la présence du requin blanc dans l'Est du Canada. Et on y est capable de remonter dans des historiques des Premières Nations il y a plusieurs milliers d'années où est-ce qu'ils parlaient déjà de la présence du grand requin blanc dans notre région. Fait que c'est pas les réchauffements climatiques de là 10 ans qui ont fait que les requins sont arrivés parmi nous. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Cependant, avec les réchauffements climatiques, l'eau devient plus chaude durant l'été, ce qui donne l'opportunité aux requins de venir en plus grand nombre et plus longtemps dans notre région. Et il y a également le rétablissement des populations de phoques gris. Alors, depuis plusieurs années, là, on voit l'augmentation des populations de phoques gris en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, dans ces environs-là. Et c'est vraiment répertorié qu'à un certain stade, dans leur vie, les requins juvéniles, requins blancs juvéniles, vont commencer par se nourrir surtout de poissons et, rendu à un certain stade de maturité, vont commencer à traverser plus vers l'alimentation des mammifères marins, dont les phoques. Fait que les requins qu'on va retrouver surtout dans notre région, c'est surtout des requins qui sont dans ce barème d'âge-là, donc qui sont en train de passer d'une alimentation piscivore à une alimentation plus vers les mammifères marins. Et est-ce que ça, on trouve que c'est inquiétant, le fait qu'il y ait plus de requins, ou non, ça change rien? Mais c'est pas que c'est inquiétant, c'est juste que c'est méconnu. Mm-hmm. Donc, l'inconnu crée l'inquiétude. Ouais. Donc, l'étude, là, justement, pour en revenir à l'étude, c'est vraiment une étude qui va impliquer vraiment beaucoup de monde de l'Université du Québec à Montréal,
Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Windsor, l'Observatoire des requins du Saint-Laurent. Et donc, il va être piloté là, par Jeffrey Galland. Et cette étude-là, elle vise vraiment 2 grands volets, c'est-à-dire avoir un volet de connaissances sur la présence, la biologie, de toutes les connaissances en général sur le requin blanc et aussi un volet de prévention. Donc, de développer des méthodes de recherche d'ADN environnemental, d'observation par drone, vraiment toutes des méthodes d'identification de présence du requin blanc de façon non invasive pour être capable de développer des méthodes pour avertir un peu comme les méthodes d'avertissement pour une tornade là, qui va avoir, donc en prenant de l'ADN environnemental à tous les jours dans l'eau, admettons, en faisant des tests, on pourrait savoir s'il y a la présence de requins à proximité des sites de baignade sur le bord de la mer ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment là, le but de l'étude, donc de développer des connaissances pour que les gens apprennent à connaître le requin blanc, pour le démystifier, que les gens apprennent à vivre avec la présence du requin blanc et aussi à mettre des méthodes préventives là, en place pour s'assurer que les incidents, là, comme Nicolas disait, là, les requins ont droit à l'erreur. Ouais. Mais on va les aider un peu à ce que ça n'arrive pas. On va nous prévenir avant que ça l'arrive. Donc, toi, Marie-Pierre, tu es directrice de la conservation à l'aquarium. Tu es aussi officier de plongée. Donc, en participant à ce projet d'étude-là, est-ce que ça veut dire que tu vas aller sous l'eau, en plongée, pour documenter tout ça? Le rôle de l'aquarium, en réalité, on va vraiment avoir un appui au niveau terrain, là, comme tu le disais. On va aller sur place, entre autres, au parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, où il y a une population de phoques gris, où on sait qu'il y a eu la présence de requins blancs. Donc, on va aller faire de la collecte d'ADN environnemental. Il y a également là, des sondes là, qui vont être placées sous l'eau pour prendre des données. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, on va s'impliquer au niveau terrain. Et aussi, on veut développer là, avec les connaissances que Jeffrey va acquérir au courant des prochaines années, des thématiques d'éducation, autant ici à l'aquarium que au parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, pour qu'on puisse faire de la prévention puis de l'enseignement là, au niveau des visiteurs pour qu'ils puissent connaître mieux le requin blanc et savoir quoi faire là, pour bien vivre avec. On le sait, c'est un endroit très prisé des plongeurs dans le coin de l'île Bonaventure. Toi, tu as toi-même plongé à plusieurs reprises. Ouais, hein? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer un requin blanc de près ou de loin? Non, ça m'est jamais arrivé en plongée sous-marine. À ce que je sache, c'est jamais arrivé à personne à l'île Bonaventure de rencontrer un requin sous l'eau. Ouais. Je sais que plus dans l'est du Canada, l'été dernier, c'est arrivé à un plongeur de tomber nez à nez avec un requin. Il ne s'est rien passé. C'était une rencontre. Mais on sait qu'il y a des requins qui ont été vus autour de l'île Bonaventure l'été dernier. Donc, sous l'eau, c'est jamais arrivé, mais on sait aussi, il y a des requins qui sont marqués avec des émetteurs qu'on est capable de suivre sur certaines applications et on a été capable de voir là, qu'il y a un de ces requins qui était marqué là, qui a vraiment été autour de l'île Bonaventure. Fait que c'est pas une question de s'ils sont là, c'est une question de combien ils sont. C'est ça. Et savoir justement c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur pattern, quand est-ce qu'ils viennent. On sait pourquoi ils viennent parce qu'il y a beaucoup de phoques gris autour de l'île Bonaventure, mais c'est ça. Fait que connaître leur habitude de vie, les connaître eux pour être capable de bien vivre avec eux. Est-ce que tu as une notion de peur quand tu plonges? Une notion de peur, je dirais plus tu vas être prudente, j'imagine. Exactement, parce qu'on veut exactement, pour faire ce que Nicolas parlait tout à l'heure, avoir l'air à des proies. Ouais. Fait qu'on a un protocole de sécurité, vraiment, juste pour s'assurer que si on en rencontre un, quand on a un groupe qui plonge, on a tout le temps quelqu'un qui est attitré à faire la surveillance aux alentours pour voir si jamais on rencontre un requin. On a également, à bord du bateau qui nous accompagne, un système sonore, donc d'avertissement. Donc, si jamais en surface, il y a un requin qui est repéré, le système sonore va être déployé. Et nous, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers le fond pour vraiment s'assurer d'avoir un bon visuel et on va s'assurer de sortir là, de l'eau de façon sécuritaire, là, soit rapidement sur le bateau, on sera capable de se rendre sur le bord de l'eau, c'est ça qu'on va faire. Fait qu'on a un protocole qui est mis en place pour s'assurer qu'on sache quoi faire. Tu sais, la préparation, c'est souvent la meilleure réaction. On peut avoir une meilleure réaction, mais on pense vraiment pas avoir à l'appliquer, mais par diligence puis par bonne conscience, là, on s'assure d'avoir un protocole de sécurité là, qui est en place là, au cas où que ça arriverait. Et les observations, elles se feront à plusieurs étapes dans l'année?
On parle là, de 2 fois par année pour cette année, là, probablement en juin et en septembre. Puis après ça, on va aller là, selon les demandes là, de Jeffrey, là, selon ce qu'il y aura de besoin pour l'aider. Puis c'est un secteur très prisé des plongeurs qui aiment aller voir les belles choses sous l'eau, évidemment. Est-ce que ça pourrait changer la donne, le fait qu'il y ait de plus en plus de présence, ou en tout cas qu'on remarque une présence accrue de requins blancs dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des conseils qui seront donnés aux plongeurs de faire attention? Dans la région de Percé, il y a le Club nautique de Percé qui, eux, sortent avec des plongeurs à toutes les années. Je sais que le propriétaire, la personne qui est responsable là-bas, à toutes les sorties, ils font des consignes de sécurité. Je sais également qu'ils ont arrêté de faire les plongeurs en apnée, justement parce qu'un plongeur en apnée peut être facilement confondu avec un phoque à la surface. Donc, ça, c'est vraiment des mesures préventives. Il y a également tout ce qui peut être mis en place. Les requins n'ont pas une très bonne vision non plus. Donc, les choses qu'il faut éviter là, de plonger quand il fait à la noirceur, des plongées de nuit, c'est peut-être un peu moins recommandé. Ou quand l'eau est trouble. Ou quand l'eau est trouble, exactement. Donc, après une grosse pluie forte, où est-ce qu'on n'a pas une belle visibilité, il vaut mieux s'abstenir de plonger. Par une belle journée ensoleillée, où est-ce que l'eau est super claire, avoir quelque chose de vraiment visible sur soi, une lumière, vraiment quelque chose d'éviter que le requin puisse nous confondre avec une proie, parce qu'on n'est vraiment pas sur son menu de base là. C'est vraiment pas son. C'est pas un bon humain, ça va être bon aujourd'hui. Non, vraiment pas. Donc c'est ça, c'est vraiment de mettre des choses en prévention là, pour être sûr que ça n'arrive pas. Et les résultats de cette étude-là, on verra ça quand? Dans quelques années, là, je crois que le projet, si je me rappelle bien, là, c'est au moins sur 3 ans. Donc ça sera d'ici quelques années. Là, donc on embarque dans ce beau projet cette année pour faire la promotion de la vie en commun avec le requin blanc dans le Saint-Laurent. Bon, on a bien hâte de voir ça, ces résultats-là. Merci, Marie-Pierre. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 5e épisode de Bulle de vie sur l'univers des requins. J'espère sincèrement que cet épisode a permis de percer leur aura de mystère et de défaire certains mythes également. Et pour ce qui est du prochain épisode, on vous parle d'un animal très, très lent, la tortue. À bientôt.